Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis François-Joseph Viallon, partenaire chez Scale2Sell. Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession, d'acquisition ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leur stratégie et les leçons apprises en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews de Scale2Sell. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Anne-Sophie Clément. Salut Anne-Sophie. Bonjour. Alors, dans cet épisode, nous allons revenir sur l'histoire de Javelot, qui était acquis par le fonds PSG Providence en 2022 et que tu as accompagné pendant quelques temps jusqu'à cette année. L'objectif aujourd'hui, c'est de discuter avec toi de toute cette histoire. Pour te présenter, donc tu es diplômé de l'Institut catholique de Paris. Et donc, tu as travaillé pendant plusieurs années dans différents rôles avant de cofonder Javelot. Et Javelot qui est un éditeur qui est un éditeur aujourd'hui j'ai du mal visiblement pour parler, un éditeur d'outils de gestion de la performance et notamment des entretiens des entretiens. Voilà. Exactement. Ouais. Alors, avant de partir sur la première question, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le pourquoi de Javelot, comment vous en êtes arrivé à créer la société et quels ont été les grands caps de l'entreprise? Ouais. Alors, donc moi, avant de cofonder Javelot, parmi d'autres expériences, mais j'ai été en l'occurrence bras droit de Gauthier Machelon, qui était le fondateur de Multiposting, donc déjà à l'époque un outil spécialisé dans les ressources humaines, plutôt sur la partie recrutement. Et déjà à ce moment-là, on avait identifié un besoin autour alors parce que Javelot, donc ça, je vais vous l'expliquer par la suite, mais au début, c'était pas un outil d'entretien d'évaluation, mais c'était un outil de gestion de la performance, mais plutôt tourné autour de l'objectif. Donc, on aidait les entreprises à mettre en place la méthode OKR, qui est ni plus ni moins le fait de cascader ses objectifs. Et donc, nous, on avait déjà été confrontés à ce problème-là chez Multiposting à l'époque. Puis ensuite, dans mon expérience qui a suivi chez Tiny Clues, on avait exactement le même sujet, à savoir c'était assez difficile de cascader. Et donc, Gauthier et moi, on a commencé à discuter ensemble d'une future association et d'un futur outil qui est ensuite devenu Javelot et qui était initialement dédié à la gestion des objectifs. Voilà comment est née l'idée. Du coup, pour répondre à la deuxième partie de ta question, les grandes étapes, du coup, ça a fait partie d'une des grandes étapes qui a été de passer d'un outil de gestion des objectifs à un outil d'évaluation de la performance et plus précisément sur la partie entretien. En gros, quand on a monté Javelot au début, on avait une énorme traction autour de l'objectif parce que ça avait vraiment le vent en poupe de se dire pour réussir, il faut vraiment que toutes ces équipes soient objectivées, cascadées, que tout le monde sache dans quelle direction il va. Sauf qu'en pratique, un logiciel à lui seul ne suffisait pas. Il fallait être accompagné plutôt par des chefs de projet ou des consultants pour pouvoir bien mettre en place ces objectifs. Et nous, on n'avait pas du tout pour vocation de faire une partie conseil au sein de Javelot. Et donc, on s'est dit, mais en fait, avant même de mettre en place tes objectifs, il faut peut-être d'abord bien faire tes entretiens, puisque c'est le moment où, en tout cas en France et en Europe un peu plus largement, c'est le moment qui est dédié à la mise en place des objectifs semestriels ou annuels. Donc, on s'est dit, on garde la partie objectif pour plus tard et on rentre d'abord chez le client par la partie entretien d'évaluation. Donc ça a été une énorme étape. Parce que ça veut dire abandonner un projet sur lequel on avait quand même beaucoup de traction. Mais ça a fait partie de la vie de Javelot. C'était au bout de combien de temps vous avez pris cette décision? Au bout d'un an et demi, en fait, on a commencé à commercialiser assez rapidement. On avait pas mal de bêta-testeurs, puis on a commencé à commercialiser. Et on a eu le nez assez cru. On n'a pas attendu de voir si on avait du churn ou pas. On a tout de suite compris qu'en fait, la charge d'accompagnement était bien trop élevée et qu'un logiciel ne pourrait pas suffire. Donc, ça a été assez rapide.
Mais même si ça a été fait au début, ça a été vraiment difficile pour nous d'abandonner, plutôt psychologiquement, de mettre de côté tout ce qu'on avait développé initialement. Et puis surtout d'accompagner nos commerciaux et la personne qui était en charge du revenu, donc qui est mon associé sur la partie, qui était mon associé sur la partie commerciale, de changer d'état d'esprit, de manière d'aborder le client, d'aborder le marché. Ça a pris beaucoup de temps. D'accord. Vous avez jamais pensé du coup à décharger cette partie sur des cabinets de conseil où il n'y avait pas de Non. partenaire pour ça? Alors si, il y avait des partenaires, on a eu pas mal de discussions parce que ça a été quand même un long travail, un long cheminement pour complètement abandonner le projet. En revanche, il y avait deux sujets. Le premier, c'était que moi, initialement, quand j'ai monté Javelot, je voulais absolument faire du logiciel et pas du tout avoir cette partie conseil qui m'attirait pas particulièrement au premier abord. Et deuxième point qui est intéressant aussi pour ce podcast, c'est qu'en fait, le jour où on a monté Javelot, on a pris un temps dédié à ce qu'allait être Javelot. Alors, ça paraît aussi bateau, mais à 5, 10, 15 ans. Et on s'est vite rendu compte qu'avec mes associés, on était assez raccord sur un cycle de 7 ans euh, pour, pour idéalement vendre Javelot au bout de, évidemment en fonction des opportunités, mais on s'était déjà dit à J+1 qu'on aimerait vendre Javelot à 5-7 ans. Et pour ça, bah forcément, vendre un logiciel, c'est plus facile que vendre un cabinet de conseil ou en tout cas une société où il y a du conseil. Ça a moins de Et valeur. donc du coup, enfin, la vente était présente dès le début. Vous avez levé des fonds à différents moments ou pas? Oui, alors on a levé des fonds avec Isaïe et BPI. On a levé assez peu. On est une boîte assez patrimoniale puisqu'on a levé 2 millions d'euros sur toute la vie de Javelot. Donc, et c'était notre souhait. On voulait pas. Et d'ailleurs, ça a été un sujet après au moment de la revente parce que on voulait pas trop lever. On a eu des propositions pour lever un peu plus. Mais justement, on voulait dépenser assez intelligemment notre argent et on voulait pas faire les mauvais choix techniques ou en termes de recrutement parce que trop d'argent à dépenser et du coup peut-être, en tout cas moi c'était ma manière de piloter, c'est que j'avais peur de faire des mauvais choix. Comment On a s'est préféré réparti évoluer. ouais, les rôles entre les associés sont répartis comment en fait à la création et quelle a été l'évolution des rôles? Ouais, alors les rôles n'ont pas évolué pour le coup, ils sont restés identiques du début à la fin. Donc moi j'avais le rôle de cofondeur et CEO, donc dès le début, moi j'étais à temps plein sur le projet. Donc du coup c'était moi qui étais décisionnaire sur tous les sujets. Ensuite, on a associé donc mon associé qui était en charge de la partie revenu. Donc pour le coup, c'était très clair, il s'occupait du revenu. Et ensuite, on a eu un associé qui était dédié à la partie produit, mais qui avait un poste un peu hybride puisqu'il était aussi CEO de deux autres boîtes, enfin d'une autre boîte et au bord d'une autre. Et donc du coup, il avait un poste plutôt à temps partiel, mais pareil, champ d'action juste sur la partie produit. Et après, il y avait Gauthier, mais qui avait plus un rôle d'expert, advisor, pas du tout opérationnel. D'accord. Donc les rôles ont été très clairs dès le début. Et du coup, en fait, là, il y a pas de profil technique. Alors, vous êtes parti sur un développement logiciel. Comment ça s'est passé les premiers temps pour créer ce produit? Ouais, alors du coup j'ai eu une chance inouïe, c'est que quand j'ai créé Javelot, mon premier recrutement a été un profil très junior qui sortait de Polytechnique, qui avait jamais codé et à qui et à qui j'ai proposé d'essayer en fait. Enfin, je sentais bien qu'il avait tout à fait le potentiel et en gros, lui, il avait envie de découvrir le code. Moi, j'avais besoin de faire une première version de mon outil et je lui ai dit, écoute, bah si t'es chaud, on relève le challenge ensemble. Et t'apprends à coder sur le tas et on essaie de créer le logiciel et en fait il s'avère que c'était un génie et qu'il nous a fait un super beau logiciel en un temps record. Donc ça a démarré comme ça et très vite j'ai recruté un deuxième développeur, voilà, dont un qui est resté jusqu'à l'exit. Du coup, entre ce premier salarié et les 80 salariés que vous étiez au moment où vous êtes adossé, euh, il a fallu les financer. Avec 2 millions, effectivement, comme tu l'expliquais, c'est pas beaucoup par rapport au marché que vous adressiez. Du coup, j'imagine que vous êtes très vite allé voir des clients. Comment se sont structurées les ventes? Et quels ont été vos premiers Les clients ventes, qui ont permis de... ouais. Alors en fait ça s'est structuré assez vite parce que en fait faut savoir que sur la partie évaluation on n'a pas de persona très précis. Enfin si notre persona c'est de s'adresser à l'équipe RH. En revanche, on s'adresse à n'importe quel type de société.
que tu sois une société où tu es, disons, 50 salariés ou 3000 salariés, notre outil, il fonctionne. Toutes les entreprises mettent en place de l'évaluation. Donc, ça a été assez rapide de déployer notre outil sur... Enfin, le marché était infini, en fait. Au début, on a contacté des plus petites structures pour se faire la main. Puis, très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que notre cible, entre 300 et 500 collaborateurs, c'était la cible la plus facile, idéale, avec des cycles de vente très courts. Et donc, après, ça a été assez vertueux très rapidement. Et puis, le Covid est passé par là, faut pas l'oublier. Et pour nous, ça a été très structurant. Alors, ça n'a pas été le cas pour toutes les sociétés, malheureusement. Mais nous, en fait, du coup, il a fallu digitaliser tous les process dans les sociétés puisque les gens ne se voyaient plus. Et ben, évidemment, l'entretien annuel à distance a pris tout son sens. Ok. Il y a eu quand même des bénéfices à ce Covid. Ouais, pour nous, en tout cas, ça a été le cas. Super. Est-ce qu'il y a des clients qui vous ont justement amené, tu parlais de cette forte traction sur le produit au départ. Est-ce qu'il y a des clients qui ont été des accélérateurs de business ou au contraire et qui vous ont fait prendre conscience du shift que vous deviez faire? Ou c'est juste votre feeling qui vous a amené là-dessus? Non, c'est plutôt notre feeling quand on a vu que contrairement, en fait, le fait qu'on ait bossé sur l'OKR avant nous a quand même donné pas mal de billes, puisque là, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas besoin d'accompagnement, que l'outil était plug and play. Et donc, du coup, en termes de feeling, on a suivi notre feeling. On s'est dit, effectivement, un outil où t'as besoin de peu d'accompagnement, les gens sont assez autonomes pour mettre en place leur outil. Et une fois que tu as commencé tes premiers entretiens annuels et que tout est enregistré dans un outil, tu as potentiellement peu de churn. Enfin, en tout cas, tu as peu de clients qui se désabonnent. Bon, on s'est dit, on est sur la bonne voie et il faut y aller et accélérer un grand coup sur cette partie-là. J'imagine qu'entre un salarié et 80, il y a eu des recrutements qui étaient plus stratégiques que d'autres, qui vous ont permis de structurer la société. C'est quels sont les grands rôles? Oui. Alors, en fait, ce qui a été très, très, très structurant pour nous, c'est que, en fait, je suis tombée enceinte très rapidement après la création de Javelot, de mon premier enfant. Et donc, il a fallu que je prépare, alors ça paraît fou, mais il a quand même fallu que je prépare mon petit congé maternité d'entrepreneur parce que j'ai quand même continué à travailler en parallèle. Mais du coup, j'ai recruté des profils très juniors, plutôt basés du coup sur leur potentiel que sur leur expérience puisqu'ils étaient très juniors, plutôt sortis d'école et que j'ai responsabilisé très vite comme responsable de pôle. Donc, j'ai eu tout de suite une personne qui était dédiée au RH. Pour moi, ça a été la clé, c'était d'avoir quelqu'un vraiment sur la partie RH. Une partie plutôt orientée sur la partie accompagnement, enfin sur la partie sales et une personne plutôt sur la partie finance pour m'aider justement à bien structurer chaque équipe et ensuite à pouvoir grossir sereinement et chacun sait exactement ce qu'il a à faire pendant mon absence. Je savais pas combien de temps j'allais être absente, donc il fallait quand même que je structure très vite. Et en fait, c'est et une personne sur la partie customer success, pardon, toute la partie service accompagnement client. Et en fait, ces personnes-là, en les responsabilisant très vite, en fait, se sont complètement appropriés leur rôle et leur équipe et ont commencé chacun à recruter dans leur équipe de façon autonome, à structurer, à déployer la culture d'entreprise que moi, du coup, que j'avais commencé à initier. Et puis, ça s'est déployé assez rapidement, comme ça, assez facilement. Et ce socle très dur, d'ailleurs, est resté jusqu'à la fin. Donc, ça a été aussi un bel argument de vente et ça a beaucoup plu à Providence quand ils nous ont rencontrés. C'est qu'en fait, je dirais mon comité de direction, entre guillemets, on l'a jamais appelé comme ça, mais le noyau dur a été là depuis le début, donc était complètement imprégné de la culture d'entreprise et des process en place. Là, tu as parlé de deux sujets qui sont importants et qu'on aborde dans ce podcast. Un, c'est la culture et comment elle se matérialisait, cette culture. Et deux, c'était les différents comités que tu as mis en place. Est-ce que tu peux revenir sur ces deux sujets? Oui. Alors, la culture d'entreprise, elle a été très forte et pour moi, c'était un vrai sujet. C'était impensable que je crée une société où je me sente pas un peu comme chez moi, dans un endroit sécure, avec des gens bienveillants. Et donc ça, je l'ai mis en place dès le début, où pour nous, c'était un des critères principaux pendant le recrutement. C'était que les gens qu'on recrute soient avant tout des gens bienveillants. Et on se disait toujours avec ma RH, en sortant de l'entretien, est-ce que tu lui donnerais les clés de chez toi? Parce que quand même, ça paraît aussi dingue, mais c'est quelque chose quand même que tu sens.
assez intuitivement si tu fais confiance à la personne. Donc ça a été un des premiers critères. Et je voulais que des gens comme ça pour créer Javelot parce que je voulais vraiment que l'ambiance. En fait, on était très proches déjà entre associés puisqu'on se connaissait depuis longtemps. David, donc qui était sur la partie commerciale, j'ai beaucoup travaillé avec lui. On était amis dans la vie. Sur la partie produit, c'est mon meilleur ami dans la vie qui avait rejoint Javelot. Et Gauthier, on se connaissait depuis plusieurs années. Et je voulais quand même que ça se soit aussi reflété chez les salariés. Et donc, on s'est un peu acharné avec ma RH à bien mettre ça en place et à être certain que les gens ensuite déploient bien ça au sein de leur équipe. Donc, ça a plutôt bien fonctionné. On n'a jamais eu de sujet de gens malveillants ou de gens où il a fallu se séparer de personnes pour des problèmes comportementaux ou des choses comme ça. Donc ça c'était très très important et on s'est aussi beaucoup attardé sur la partie RH, à savoir accompagnement personnel, montée en compétences. Voilà, dès le début en fait, même à 10 salariés, je dirais, on s'interrogeait à chaque fois sur est-ce que cette personne a la bonne place, est-ce qu'elle s'y sent bien et comment elle a envie d'évoluer dans l'entreprise. Et on faisait ça très très régulièrement pour garder les gens déjà, parce que quand on a des bons recrutements, on a envie de les garder, mais aussi pour accompagner les gens dans leur développement personnel. Ce qu'on Donc ça, oublie un peu dans le rôle social de l'entreprise. Ouais, exactement. Et moi, ayant fait psycho et médiation d'entreprise, je pense que j'étais assez déjà formatée à tous ces aspects RH. Enfin, pour moi, c'était indispensable. Je voulais qu'ils fassent bon vivre chez Javelot, que les gens aient envie d'y travailler et surtout qu'ils se sentent épanouis. C'était un vrai sujet. Moi, j'avais besoin, déjà en tant qu'individu, d'être très épanouie dans mon travail. Pour moi, c'était quelque chose vraiment d'important. Et donc, j'ai bêtement essayé de dupliquer ça sur les gens que je recrutais, en fait, en disant, tu passes 10 heures par jour au boulot, moi, j'ai envie que tu sois très épanoui et comment on t'accompagne. Tu avais mis en place un processus de recrutement particulier pour vérifier ça avec ta RH. Vous faisiez les interviews à plusieurs. Combien, en général, quelqu'un qui rejoignait Javelot voyait combien de personnes avant d'être embauché? Ouais. Alors, très peu. Parce qu'en fait, c'était vraiment la politique de un doute, pas de doute. Donc, si ma RH ou moi, on avait le moindre doute déjà au premier entretien, on faisait même pas passer à l'étape d'après. Donc, déjà, ça faisait pas perdre de temps comme ça aux équipes. Et nous, on se faisait assez confiance en termes d'intuition pour se dire que, voilà, on préfère voir 50 personnes et recruter la personne où on a zéro doute plutôt que de faire passer des gens aux étapes d'après en ayant un doute. Donc, je dirais qu'en moyenne, il rencontrait 3 personnes. Donc ma RH et moi. Donc plutôt en binôme au début. Pendant longtemps, on l'a fait en binôme en fait, parce que je trouvais ça important qu'on ait toutes les deux exactement les mêmes réflexes et les mêmes intuitions et le même genre de profil. C'était ma boîte quand même, donc j'avais quand même envie de qu'on soit assez raccord sur les recrutements puisque je trouvais ça important. Et après, généralement, c'était le manager direct. Et troisième entretien, c'était plutôt une rencontre avec l'équipe. On prenait un peu des gens au hasard dans l'équipe dans laquelle il allait l'équipe qu'il allait intégrer, mais aussi d'autres gens de l'entreprise pour être sûr que ça fit, mais aussi bien du côté du candidat que du côté des salariés. Et voilà, le process s'arrêtait là. C'était des process très courts. On n'a jamais essayé de... En fait, généralement, c'est fou, mais à partir du moment où ma RH et moi, on n'avait pas de doute, il y a eu très très peu de cas où la personne n'a pas été recrutée. Donc en fait, c'est très très vite fait confiance là-dessus et on savait qu'on avait 80% de chances que ça passe, quoi. C'est une bonne chose. Donc pas besoin de faire 12 entretiens. Et du coup, pour revenir sur la question des comités que tu as mis en place pour structurer l'entreprise, il y avait des comités un petit peu particuliers? Non, pas de comité particulier, à savoir toujours la prise de décision était faite avec mes deux associés principaux, enfin ou Gauthier dans le cas où il y avait un sujet pour lui, mais disons les associés et ma RH. Pour le coup, encore une fois, la RH a été vraiment au centre de toutes les décisions parce que je trouvais important qu'elle entende tout pour pouvoir aussi pour pouvoir répliquer correctement notre culture d'entreprise, notre stratégie, répondre aux questions éventuelles des collaborateurs. Donc c'était toujours associé plus RH. D'accord. C'était ça ton comité de direction? C'était mon comité de direction, ouais, clairement. On l'a jamais appelé comme ça, mais c'était clairement ça, ouais. Hmm. Dans, dans tout la croissance de Javelot et sur les différentes années, est-ce qu'il y a des outils qui ont été majeurs pour vous permettre de structurer l'entreprise?
que ce soit sur la partie justement ressources humaines ou sur la partie vente ou accompagnement de vos clients? Euh, des outils majeurs. Bah, déjà, je dirais Javelot, parce qu'en réalité, Hmm. on l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé en interne pour vraiment tester l'efficacité de l'outil et pour faire évoluer l'outil. Mais je Hmm. dirais sur la partie RH, ça a été très, très puissant pour nous parce qu'on a du coup instauré la culture du feedback chez Javelot. Hmm. Avec des feedbacks 360 très réguliers, avec des feedbacks individuels, avec des entretiens trimestriels. Et du coup, ça a accompagné très bien la culture d'entreprise que j'avais mis en place autour de la montée en compétences. Donc, pour le coup, Javelot, ça a été essentiel, je pense, en tout cas côté vraiment accompagnement des collaborateurs. Et après, je dirais que c'est plus la partie pas tant sales parce que sales David qui était mon associé c'était une machine enfin sur la partie commerciale ça roulait très bien je dirais que c'était lui l'outil indispensable à l'aventure. Mais plus sur la partie accompagnement client pour le coup on a mis en place des process qu'on a rechallengé je pense tous les mois pendant les 5 premières années quoi enfin pour justement accompagner correctement les clients avoir le moins de rétention enfin c'est ça, ça a été le gros sujet, ça a été la partie accompagnement. Ça, ces process, vous êtes fait accompagner pour les mettre en place ou c'est vous en interne qui vous challengiez en permanence? Non, c'est nous en interne, on se challengeait en permanence. Et petite question, à titre perso, vous vous faisiez accompagner en tant que dans votre prise du rôle de dirigeant ou vous avez grandi naturellement avec l'entreprise? Euh, alors moi, je me suis fait accompagner par un coach pendant 2 ans. Euh, Plus sur la partie, j'ai eu un peu un moment ce syndrome de l'imposteur où je me suis rendu compte que très vite, enfin on n'avait même pas atteint les 50 salariés, qu'en fait tout roulait plus ou moins tout seul. Donc évidemment, je participe aux réunions, je tranchais sur les décisions, enfin un poste assez standard de CEO. Mais il y a un moment où j'avais plus d'opérationnel et donc j'ai eu un peu ce syndrome de l'imposteur. Donc j'ai trouvé nécessaire de me faire accompagner sur ce sujet-là et pour retrouver ma place sur une position plus stratégique. Ça a été un long cheminement aussi. Mais pas tant sur la partie. Non, après, c'est plutôt fait sur le tas d'apprendre à diriger la boîte au fur et à mesure. En fait, il y avait toujours ce noyau dur des collaborateurs qui étaient là depuis le début. Donc, en fait, c'était assez sain. En fait, je partageais mes inquiétudes, mes craintes, mes réussites. Et du coup, ça s'est plutôt fait assez naturellement comme ça. Voilà, c'était plus moi, mon coach perso sur la partie syndrome de l'imposteur. Mais Qu'on a tous à un moment ou à un autre. il Euh, paraît. ouais. Tu disais que ton associé, c'était une machine sur les ventes. Vous aviez organisé comment la partie processus de vente et vente? Vous aviez le classique SDR, BDR, account exécutive. Vous les aviez sectorisés en fait par type de marché. Ça s'est passé comment? Non, alors au début, on n'avait pas du tout, on n'avait pas séparé les équipes. Au début, on avait des commerciaux qui faisaient tout de bout en bout. Parce que nous-mêmes, on savait pas exactement comment structurer et est-ce qu'ils allaient avoir assez de leads, etc. Donc, pour le coup, on a fait plutôt une équipe assez standard au début, pardon. Et c'est assez tardivement qu'on s'est dit qu'il serait nécessaire d'avoir une équipe BDR. Et donc, on a mis en place une équipe BDR plutôt à mi-parcours chez Javelot. Enfin, je ne saurais plus vous dire exactement, mais je dirais que c'était bien à au moins 4-5 ans d'activité. Mais au début, sinon, c'était des commerciaux Et, qui faisaient tout. et les commerciaux étaient spécialisés sur un secteur ou au contraire, ils voyaient un commercial pouvait voir des clients de tout type de secteur? Tout type de secteur confondu. On avait une personne uniquement qui assez vite a été dédiée aux grands comptes. Euh, non pas dû à son expérience passée ou quoi, mais uniquement parce qu'en fait, il s'est retrouvé au début, c'était un de nos premiers sales, il s'est retrouvé confronté à des gros contrats avec type des banques ou des institutions un peu compliquées. Et donc, du coup, assez vite, il a adopté les bons réflexes. Et donc, assez naturellement, c'était plutôt lui le référent grand compte. Mais sinon, tout le monde était tout secteur d'activité confondu et toute taille d'entreprise confondue.
Donc, la société grandit, à un moment ou à un autre, vous allez vendre la société. Est-ce qu'il y a eu des étapes avant, cet adossement et pourquoi vous êtes arrivé à cet adossement? Alors vous allez trouver ça assez fou. En fait, c'était en septembre donc 2021. Euh, on se retrouve après l'été avec nos associés, enfin avec mes associés, et puis on se dit un peu la rentrée un peu épuisée où on se dit bon là c'est une nouvelle étape chez Javelot, il va falloir qu'il y ait un peu, en fait David et moi surtout parce qu'on était tous les deux opérationnels, on se dit on a envie d'un peu de renouveau, on avait besoin d'un nouveau souffle, ça commençait à faire quelques années, la boîte tournait plutôt bien et en fait on s'est posé la question, on s'est mis autour de la table et on s'est dit est-ce que c'est le moment de vendre Javelot. Bon, on n'était vraiment pas convaincus, parce qu'on adorait y bosser et surtout on est très amis et on adorait bosser ensemble, donc on se voyait pas non plus tout quitter maintenant. On s'est dit, est-ce que c'est pas le moment de refaire une petite levée pour accélérer un peu et puis potentiellement développer d'autres sujets, l'étranger ou accélérer notre roadmap. Voilà, la discussion s'arrête là et on se dit, on connaissait via Multiposting un consultant spécialisé dans les ressources humaines qui bossait, je crois qu'il est basé à Londres et qui avait déjà fait quelques missions de consulting pour Gauthier à l'époque. Et avec David, on se dit, bah, ce qui serait quand même bien, c'est de contacter ce consultant et de lui présenter un peu là où en est Javelot et puis bah lui qui nous dise un petit peu ce qu'il pense de notre façon de se vendre parce qu'en fait on n'avait jamais fait cet exercice, en fait on avait levé des fonds il y a bien longtemps et puis en fait on était un peu dans notre zone de confort, on s'est dit c'est pas plus mal de se faire un peu bouger là. Et donc nous voilà partis dans se faire, on a fait un PowerPoint qui me presse pour expliquer ce qu'était devenu Javelot et où on en était et comment on se positionnait sur le marché des RH. Et évidemment, donc on contacte ce consultant qui nous challenge un peu, qui voit notre presse et puis qui nous secoue comme prévu et qui nous dit bah voilà il faut bosser là-dessus, bosser sur ce positionnement. Voilà l'état du marché des RH. Enfin il était ultra calé, donc nous c'est vrai que ça nous a donné pas mal de billes et puis on s'est dit ok bon on va bosser quelques mois avec lui pour s'améliorer sur notre pitch. Et là peut-être 2 semaines ou 3 semaines après, j'ai plus trop la chronologie, il nous rappelle. Et il nous dit, mais en fait, je fais que penser à Javelot et en fait, j'ai un super acheteur pour vous. Je pense que je connais quelqu'un qui adorerait vous racheter pour faire un build-up. Alors nous, on n'avait même plus pensé au rachat. Enfin là, on était plutôt en phase. On se donne 6 mois pour bien apprendre à pitcher notre boîte. Et en fait, quelques jours après, il nous met en relation avec quelqu'un chez Providence. Et alors l'anecdote qui est assez drôle, c'est que donc on contacte donc il s'avère qu'on organise un call avec cette personne chez Providence qui d'entrée de jeu me dit c'est scandaleux Anne-Sophie, ça fait des mois et des mois que j'essaie de vous joindre et en fait vous m'avez jamais répondu et ça fait des mois qu'on est intéressé pour racheter Javelot, mais en fait j'ai jamais eu de vos nouvelles. Bon, là je regarde dans mes mails et en effet j'avais des dizaines de mails de PSG. Sauf que moi, je reçois tellement de mails par jour, des mails commerciaux, etc., que quand j'ai vu écrit PSG dans l'intitulé l'expéditeur, je n'ai jamais ouvert les mails. Et donc, je rebondis en disant oui, je suis désolée, on était sous l'eau, puis on n'est pas du tout vendeur. J'essaie de me rattraper comme je peux en lui disant je suis désolée, je vous ai pas recontacté, c'était pas du tout le bon timing pour parler d'un rachat, etc. Du coup, génial parce que ça nous a mis dans une position où on est vraiment, en fait, ça marche mieux de vendre ta boîte quand t'es pas du tout vendeur. Donc, du coup, ça nous a mis dans une position assez confortable. Et donc, ça a été un petit peu la blague au début. Il me taquinait pas mal là-dessus, sur le fait que je réponde pas à leurs mails. Et assez rapidement, en fait, on a commencé sans stress à faire des réunions avec leur comité décisionnaire. Ils ont commencé à rencontrer nos équipes, etc. Donc ça, je vous dis ça, mais c'était du coup déjà fin octobre. On les rencontre une fois à Paris, 2 fois à Paris, et fin décembre, ils nous font une offre de rachat. Mais jusqu'à l'offre qu'on a reçue vers 23h, je me souviens, un soir en semaine, on n'y croyait pas du tout. Enfin, pour nous, c'était lunaire. On n'avait même pas encore acté dans notre tête qu'on était prêt à vendre Javelot. Et en fait, ça a été très très vite. Ça a été un process, je pense, le process d'exit le plus simple au monde. Enfin, et on a reçu cette offre qui était bien au-delà de nos espérances déjà financières. La proposition était plutôt faire pour tout le monde. Enfin voilà, donc ça s'est fait très très simplement. Vous étiez
pas projeté, comme tu racontes, comme tu dis. Pas du tout, Tu ouais. dis qu'au départ, il y avait une fatigue qui s'était installée pour toi, qui vous a amené en tant qu'associé à réfléchir. Tu l'avais matérialisé, cette fatigue? David l'avait matérialisé aussi? Oui, Ou... oui, on avait commencé à la matérialiser pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, au-delà des 50 salariés, moi, j'avais quand même toujours cette envie d'une boîte très humaine où j'étais en contact avec tout le monde, etc. D'où la difficulté de ce syndrome de l'imposteur, machin. Et j'étais arrivée à une taille de boîte qui, moi, m'épanouissait un peu moins. Parce que, bah, du coup, j'avais des collaborateurs qui me vous voyaient, je faisais partie que des réunions un peu strat et enfin, je m'y retrouvais un peu moins sur le côté humain qui m'animait vraiment depuis le début. On avait un peu le sentiment un peu de solitude avec David. On se disait, mais on est les boss, quoi. Et ça nous plaisait pas vraiment, en fait, d'avoir cette casquette-là. Donc, on sentait un peu de lassitude. Euh, enfin, je pense assez normal. Et puis peut-être que ce serait reparti et qu'en fait, il y a toujours des étapes où tu as un peu des bas. Donc, je pense on était vraiment pile dans un petit bas, mais c'était pas non plus au point de vendre la boîte. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, moi, c'est que j'ai eu un premier postpartum très, très compliqué. Donc ça pourra faire un jour l'objet d'un autre podcast, mais j'ai fait un trouble anxieux généralisé qui m'a valu beaucoup, beaucoup de fatigue. Et là, je venais d'avoir un deuxième enfant au moment de la vente. Et donc, je pense que aussi, moi, personnellement, j'avais beaucoup de mal. Enfin, je commençais à m'épuiser de tout mener de front, quoi. Enfin, ouais. Je pense que j'avais juste envie de prendre un tout petit peu de temps pour moi. Javelot était basé à Paris. Tu avais déjà déménagé à Marseille à cette époque ou pas encore? Euh, ouais. Alors, ça aussi, c'est comique. En fait, après mon deuxième accouchement, donc elle est née en février 2021, donc un an pile avant la vente. J'ai fait mon enfin j'ai fait mon congé mat, pardon, j'ai fait mon congé mat à Marseille parce que j'en avais marre de Paris et voilà, et j'avais besoin de changer d'air et j'ai pas mal d'amis et de famille à Marseille. Et là, en fait, je me suis dit mais pourquoi je m'inflige de remonter à Paris? Et donc en fait, je me suis installée à Marseille. En fait, je ne suis jamais rentrée à Paris après mon congé mat, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc en fait, au moment de la vente, pour répondre à ta question, j'étais déjà à Marseille, mais depuis peu. Et ce qui était génial, et Dieu merci, j'ai fait ça, parce qu'en fait, du coup, quand Providence nous a achetés, il n'y avait pas de sujet de localisation. En fait, pour eux, ils se sont jamais posé la question si j'habitais à Marseille depuis 10 ans ou depuis 6 mois. Donc, ils se sont pas trop posé de questions sur la partie opérationnelle et de gestion de Javelot à distance. Donc, en fait, du coup, c'était parfait. J'ai continué à vivre à Marseille sans problème. Sur ce processus d'adossement, on voit qu'il n'est pas sollicité. Est-ce que vous êtes fait accompagner malgré tout par d'autres de façon à challenger Providence, ou c'est plutôt les fonds qui vous accompagnaient, qui vous ont accompagné encore là? Non, alors c'est pas du tout les fonds qui nous ont accompagnés pour le coup. Moi, j'avais un super avocat que j'avais depuis la création de Javelot, qui est marseillais et que je connaissais personnellement dans la vie. Donc, ça faisait déjà 7 ans qu'il travaillait avec moi. Donc, lui nous a quand même beaucoup accompagnés. Il y avait une vraie relation de confiance. Donc, c'était génial. Enfin, pour le coup, il a été au top. Et en N'hésite pas à le parallèle, citer. ouais, Jean-Mathieu Constant. D'accord. Jean-Mathieu Bonjour Constant, qui a Jean-Mathieu. un cabinet, voilà, qui a un cabinet à Paris et à Marseille et qui est vraiment génial et qui m'accompagne encore sur mes nouveaux projets. Et à côté de ça, j'ai pris un autre cabinet qui nous a, enfin des banquiers d'affaires pardon, qui sont basés à Marseille aussi et qui nous ont aidés à voilà à finaliser la vente dans les meilleures conditions. C'était quoi leur rapport justement? Le rapport entre eux Leur en apport ah des pardon. banquiers d'affaires. Ouais, bah plutôt bon évidemment il y avait une casquette conseil parce que on n'avait jamais fait ça et en plus tout s'est passé très vite donc il y avait une grosse partie conseil quand même où moi dès que j'avais une question un mot que je comprenais pas enfin je passais ma vie à les appeler pour être sûre de bien saisir et à côté de ça sur toute la partie organisationnelle c'est-à-dire au-delà de gérer la relation avec les acheteurs qui était un peu compliqué parce qu'en plus moi je parle pas très bien anglais et là quand même je vendais ma boîte à un fonds il parlait pas français, tout était en anglais, c'était assez compliqué.
Donc ils nous ont beaucoup accompagnés sur les discussions à proprement parler, mais aussi sur l'organisation. Donc gérer la data room, les docs qui manquaient, toute notre phase d'audit qui est assez stressante quand même, mine de rien. Ils ont pris le relais sur tous ces sujets compliqués. Et nous, on avait juste à exécuter. Enfin, pour le coup, pour une fois, on était vraiment dans un rôle, on disait amen à tout ce qui nous était demandé par le banquier d'affaires. Toi, il y a des moments dans le processus où tu t'es dit que ça allait pas aller jusqu'au bout? Non, jamais. Jamais. J'avais un super feeling avec les acheteurs, mais vraiment, enfin, c'est-à-dire que parfois on s'appelait juste pour savoir comment on allait les uns les autres. Enfin, c'était très cool. Mais en fait, si, je me suis déjà dit, c'est trop beau pour être vrai quand même. Tout le monde m'avait préparé pendant 7 ans en me disant, mais Anne-Sophie, le jour où tu vas faire un exit, ça va être l'enfer. C'est énormément de stress, tu vas perdre du poids, tu vas plus dormir. Enfin, on m'avait dépeint un process mais lunaire. Donc je m'étais déjà mentalisée en me disant, mais mon Dieu, vendre ta boîte, c'est quand même pas drôle. Et là, je me disais, mais en fait, je l'adore. Enfin, à part l'anglais qui était le problème pour moi, j'arrivais quand même à avoir une relation assez détente avec les acheteurs. Donc parfois, je me disais, non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Il y a un moment, il va y avoir une douille quelque part. Et en fait, non, j'ai dû me le dire une ou deux fois, mais j'étais assez sereine, franchement. Même nos banquiers d'affaires nous disaient tout le temps que la relation se tendait très rarement, les négos étaient assez fluides et rapides. Enfin non, franchement, on n'a pas eu trop de doutes. On n'a pas eu trop de doutes. Comment vous avez géré par rapport à vos équipes? Vous leur avez annoncé que vous vouliez relever des fonds, vous challenger à un moment ou à un autre, ou c'est quelque chose que vous avez gardé pour vous? Vous avez eu cet exercice de transparence? Non, ouais. Alors en fait, et ça faisait partie de la culture d'entreprise qu'on avait chez Javelot depuis le début. C'était 100% de transparence pour toutes les équipes. Donc en fait, dès le début, on leur a dit, quand on a commencé à rencontrer le consultant, on leur a dit pourquoi on rencontrait un consultant, parce on s'est de toute façon dit que ça allait se savoir. Enfin, on commençait à pitcher, à avoir des rendez-vous un peu différents de ceux d'habitude. Donc on leur a dit que c'était une étape normale, qu'avec David, on allait commencer à se faire challenger, qu'on réfléchissait à une nouvelle levée de fonds ou un exit ou je sais pas, une absorption quelconque. Enfin, en tout cas, on leur a vraiment exprimé dès le début. Donc en fait, ils ont suivi le process, mais vraiment pas à pas. Enfin, dès qu'on sortait d'un rendez-vous avec Providence, on leur racontait. Alors on n'était pas censé le faire en plus. On était censé garder ça secret quand Providence n'était pas particulièrement pour qu'on en parle aux équipes, mais nous, on a suivi notre ligne de conduite qui était la même depuis le début et on en a parlé aux équipes instantanément. Et vous aviez associé certains salariés au capital ou pas? Oui, on avait distribué des BSPCE tout au début. Il y avait une dizaine de collaborateurs qui avaient des BSPCE. D'accord. Et comment ils ont vécu, cet événement? Ravis, ils étaient super contents parce qu'on a fait un bel exit, donc ça leur a fait un petit pécule. Et en plus, ils ont été, ça s'est fait de façon assez. En fait, vu que nous on avait un certain enthousiasme avec David, puisque la vente se passait super bien, donc tout le monde voyait qu'en fait potentiellement nos acheteurs étaient des gens bien et avec plutôt une bonne communication, un discours assez transparent. Donc en fait, les gens l'ont très bien pris. En fait, ils se sont dit, bah génial. En fait, on va être racheté par des gens qui sont super et qui s'entendent bien avec nos fondateurs. Donc ça s'est super bien passé. Enfin, on n'a eu aucune réticence. À aucun moment, tu as eu l'envie d'aller chercher éventuellement un autre acquéreur dans le processus pour challenger PSG? Non. Alors déjà parce que le process a été tellement vite qu'en fait, on n'a même pas eu le temps de se poser de questions, d'aller voir. En plus, il y a eu les vacances de Noël entre-temps. Enfin, non, ça a été tellement rapide que pas du tout. Et en plus, il y avait quand même un truc, c'est que quand 7 ans auparavant, on avait fait ce petit exercice de se dire on aimerait bien revendre, chacun avait mis sur papier le montant minimum auquel il aimerait bien lâcher sa boîte. Quel type de vente on avait vraiment fait l'exercice, on l'a encore ce papier, hein. Enfin, c'est une note qu'on a tous, c'est génial. Et on avait mis quel genre de format. Et en fait, dès le début, on avait imaginé un build-up. En fait, on s'était dit, quand on a créé Javelot, plein de fois, nos clients nous ont un peu poussé en nous disant, mais pourquoi vous faites que la partie éval et pourquoi vous faites pas un petit SIRH, une petite suite, un truc un peu plus complet, etc. Et nous,
avec David, notre stratégie, c'était de se dire, et Guillaume, surtout sur la partie produit, c'est de se dire, mais non, nous, on veut être super performants sur notre brique, et le rêve, ce serait de se faire racheter pour être la brique d'un plus gros outil. Et en fait, quand Providence nous a appelés, et c'est là où on s'est dit, c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'ils nous ont appelés pour faire ça. Et donc, on s'est dit, mais mon Dieu, en fait, la stratégie qu'on met en place depuis tant d'années, peut-être elle va payer aujourd'hui avec ce rachat. Donc, en fait, tout coché tellement les cases, le montant qu'on avait tous mis sur notre petit papier était respecté. Le build-up, ça correspondait à la stratégie qu'on s'était acharné à suivre pendant tant d'années et pas se faire influencer par le marché. Donc, en fait, non, on s'est dit, allez, on y croit jusqu'au jour où on a reçu la lettre d'intention. C'est peut-être que vous aviez juste bien préparé les choses pour arriver là où vous vouliez arriver. Ouais, certainement, mais de façon assez naturelle du coup. Donc c'est ça qui était cool. On s'était pas mis de pression pour revendre la boîte. Hmm. Est-ce qu'il y a dans tout ce processus d'acquisition, il y a des choses sur lesquelles tu t'es senti pas préparé au contraire? Euh, je me suis pas sentie préparée. Bah, c'est plutôt post-vente en fait. D'accord? C'est là où moi, pour le coup, là, j'ai déchanté. Parce que jusqu'au moment de la vente, bon, je comprenais pas tous les termes juridiques, c'est pas grave, j'étais bien accompagnée. L'anglais, en fait, rien n'est insurmontable. Je comprenais ce qu'on me disait, j'arrivais à me faire comprendre, ça faisait rire tout le monde parce qu'en réunion, je faisais du franglais et tout. Enfin, tout ça, je me disais, je prenais ça à la légère, on sauve pas des vies. Enfin, tout va bien. Jusque là, ça allait. Et au moment du rachat, on a au moment où ça a été vendu vraiment officiellement, il y a deux sujets où vraiment je me suis pas sentie à l'aise. C'est le premier, c'est que pendant cette année d'earn-out, donc pendant un an, j'ai accompagné quand même la vente et la suite de notre exit était indexée sur notre chiffre d'affaires. Donc pendant un an, on a été très pressurisé quand même. Pas forcément par providence, mais nous-mêmes, puisque de toute façon, ce qu'on allait toucher in fine était indexé à notre chiffre d'affaires. Donc l'année a été quand même très difficile. Et en plus, on nous a contraints à faire ce que je ne voulais pas faire depuis le début, c'était à dépenser très vite beaucoup d'argent. Ils nous ont donné plusieurs millions d'euros et ils nous ont dit il faut tout dépenser pour scaler la boîte et beaucoup recruter en un an. Tout ce que je déteste. On a fait des mauvais choix, on a fait des mauvais recrutements. 3 mois après avoir finalisé mes recrutements, on m'a demandé de virer 40% des effectifs qu'on avait recrutés. J'avais jamais fait de licenciement. Et je me suis retrouvée dans une situation où la boîte m'échappait. Et moi-même, en tant que personne, ça respectait plus mes valeurs, quoi. Je me retrouvais à licencier des gens, à dépenser de l'argent de façon transière et je trouvais ça indécent. Enfin, et là, d'un coup, j'étais plus du tout à l'aise avec le projet. Donc là, ça a été une année assez compliquée. Et en plus, il y avait ce sujet de la transparence n'était plus vraiment respectée parce que du coup, il me disait, il me donnait plein d'infos que je devais pas divulguer aux salariés. Enfin, c'est devenu un peu pas malsain, j'irai pas jusque là, mais voilà, je me sentais plus très à l'aise avec le projet. Et c'est là où j'ai pas été préparée, où en fait je l'ai trouvé très très sympa et au demeurant c'est des gens très sympas, mais très business en fait. Et qu'au moment où la vente a été actée et que c'est devenu leur boîte, c'était plus du tout le monde des bisounours comme moi, ça l'était pour moi. C'était business, renta, et en fait les salariés sont devenus quand même des pions plus que ce que ce n'était avec moi. Et là, j'avoue que Et comment tu l'as géré? psychologiquement, j'ai très mal géré. J'ai beaucoup pleuré. Non, vraiment, hein, pour le coup, c'était la première fois depuis le début de Javelot où je me suis dit waouh. Enfin là, c'est une sacrée claque. J'avais du mal à regarder les salariés dans les yeux parce que j'avais l'impression de leur mentir parce que moi j'étais plus raccord avec ce que je voulais faire de la boîte. Elle m'appartenait plus, mais à leurs yeux, je prenais encore des décisions. Enfin, j'ai pas géré en fait. Enfin, franchement, j'arrivais plus à gérer. Vous étiez resté mandataire après la vente? Ouais. Pendant un an. Hmm. En Ça n'a fait, pas dû être même facile à gérer d'être dans cette phase-là, en mandataire à la décision, mais en même temps en dissonance totale avec le nouveau projet d'entreprise. complètement. Genre, on est devenu schizophrène en fait. Enfin, on avait l'impression de devoir gérer notre boîte. Ils nous faisaient croire qu'on pouvait encore la gérer pendant un an un peu comme on voulait pour atteindre le chiffre d'affaires espéré, etc. Mais en fait, il y avait toujours cette petite pression là, toujours derrière,
qui au final nous faisait prendre les mauvaises décisions. Donc en fait, c'était vraiment pas agréable. C'était vraiment pas agréable et en plus pour nos équipes parce que des équipes se sont beaucoup plaints justement de plus savoir à qui référer, de voir les choses changer un peu vite, là, les décisions. Enfin, c'était plus du tout comme ce qu'ils avaient vécu auparavant. Donc ça a été assez difficile. Le build-up il s'est fait de façon géographique ou de façon fonctionnelle? Fonctionnel. En fait, on s'est associé à trois autres boîtes qui étaient dans trois pays différents. Pour créer un seul et même outil qui aujourd'hui s'appelle Talent et où il y a une brique performance qui est la nôtre, une brique recrutement, une brique SIRH. Enfin, donc, Et du coup, comment les salariés ont vécu la partie build-up en tant que telle? Et toi, est-ce que par rapport aux objectifs que tu avais sur ton earn-out, tu as pu créer de la synergie avec les autres briques? non. En fait, pendant notre earn-out, et c'était le deal que nous on avait passé avec eux, c'était qu'il fallait qu'ils nous laissent, qu'ils interviennent pas trop sur la partie commerciale pendant un an. Parce qu'en fait, si on commençait à faire une vraie intégration produit avec les autres structures, forcément, on allait prendre du retard sur le CA et nous, on était indexé sur le CA. Donc, ça, c'était le deal, c'était qu'on fasse pas d'intégration produit pendant un an. Donc, on n'a pas eu vraiment de synergie avec les autres boîtes pendant ce temps-là. C'était plus des synergies, nous, on était au board avec tous les fondateurs des autres structures. C'était plus, on commençait à apprendre à se connaître, à connaître un petit peu leurs produits, leur marché, etc. Mais pas vraiment fonctionnellement en termes produits. Ça, c'est venu après, une fois qu'on est vraiment sorti. Et le début de la question, c'était comment du coup les équipes l'ont Bah pris. oui, comment les équipes comment avaient vécu et justement à quel moment il y avait des synergies peut-être techniques ou technologiques dans ce nouveau produit qui se sont mis en place. Ouais, mais en fait, ça, c'est venu plus tard. Donc, ils ont eu quand même plusieurs mois pour se faire à l'idée qu'il y avait des nouveaux interlocuteurs. On a tous appris à se connaître. Donc, au début, ça les a pas du tout chamboulés. En revanche, d'un coup, le jour où ils ont décidé d'accélérer, d'un coup, ça a été chamboule tout. Et là, ça a été un petit peu plus compliqué. On pensait qu'on allait avoir beaucoup de départs dans les équipes au moment où il y a eu vraiment cette annonce, cette fraction vraiment où ils ont dit, OK, là, on accélère. Et en fait, pas tant que ça. On a été agréablement surpris. Les gens étaient assez OK avec le changement, en fait, après tout. Ils ont vu plutôt des avantages à ce build-up, à savoir parler mieux anglais, pouvoir aller découvrir d'autres pays, d'autres marchés. Enfin, non, c'était assez cool. Ils ont plutôt bien pris les choses. Toi, t'es resté combien de temps du coup après la vente? Alors après je devais rester donc un an jusqu'à mars 2023. Officiellement puisque de toute façon il fallait que je fasse mon earn-out. Et après ça, c'est là aussi où on a un peu déchanté, c'est qu'en fait il nous avait jamais dit vraiment combien de temps on resterait. Il laissait plutôt sous-entendre qu'on resterait plutôt 2 ans après ça parce qu'il voulait une transition vraiment vraiment délicate, etc. Et en fait, en mars ou avril l'année dernière, là d'un coup ils nous ont convoqués et c'est là où on a déchanté aussi. Ils nous ont convoqués les associés en nous disant bah en fait on se rend compte il y a aucun poste pour vous chez nous. Donc là on leur répond bah oui en fait on s'en doute bien puisque la boîte ne nous appartient plus. Donc on est là uniquement pour faire une transition assez smooth mais il y a pas vraiment de poste opérationnel mais bon on le découvre pas maintenant. Enfin, et là, il nous dit, bah, si, en fait, on le découvre maintenant. Donc là, ça a été une incompréhension totale. On s'est dit, en fait, on n'était pas du tout OK sur la suite. Et c'est là où on s'est pas assez préparé sur la suite, en fait. C'est là où toute la vente s'est bien passée, mais je pense qu'on n'avait pas tellement anticipé. C'est ce genre de sujet. Et là, ils nous ont dit, bah, écoutez, c'est soit vous trouvez un poste qui vous convient, mais vous pouvez plus être dirigeant, soit, bah, il va falloir trouver une solution. Là, on leur a dit, mais en fait, OK, mais après avoir monté et dirigé une boîte, je vais pas devenir chargé de recrutement ou chargé de. Ils le savaient très bien, mais ils attendaient que ça vienne de nous. Donc du D'accord. coup, quand on a verbalisé qu'en fait nous-mêmes on voyait pas de poste pour la suite dans l'organisation, bah, ils nous ont gentiment dit qu'il fallait trouver un accord pour qu'on sorte dans les meilleures conditions.
Mais ça venait de nulle part. Et je pense que on a eu cette discussion et 48 heures après, ils nous avaient demandé de prendre une décision. Donc D'accord. ça a été aussi très compliqué la sortie. Et très compliqué parce que pour le coup, pour les négos, on n'avait vraiment pas le droit d'en parler aux collaborateurs. Donc ça veut dire qu'ils me demandaient de continuer à faire toutes les réunions stratégiques et d'assister au board, alors que je savais que je faisais plus du tout partie des effectifs. Et ça aussi, en termes d'alignement des valeurs et tout, ça a été un peu dur. Donc moi, j'ai pas respecté le deal. Je sais pas si je peux le dire aujourd'hui, mais j'ai pas respecté le deal. Je l'ai dit au noyau dur de Javelot. Je leur ai dit, en fait, au risque que ça me pénalise dans mes négos, mais je trouvais ça très bizarre de continuer à faire des réunions et de prendre des décisions alors que, en fait, je sais pas moi qui les prenais. Enfin, donc là, ça a été un peu compliqué. Donc moi, je suis sortie officiellement après 3 mois de négo en juin. Et après, et dans la foulée, David et Guillaume sont sortis aussi dans les semaines qui ont Comment, suivi. comment vous auriez pu l'anticiper ça plus tôt? Bah, je sais pas, peut-être dans les milliers de clauses qu'on a signées quelque part, peut-être avoir un truc peut-être plus clair sur notre earn-out et comment il allait s'organiser. Vous aviez pas du tout abordé le sujet de l'intégration dans la phase de séduction? Si, en fait, on en a beaucoup, beaucoup parlé, mais en fait, rien n'était acté de leur côté. C'était très vague. Ils savaient pas, en fait. Ils nous disaient, on va faire un peu ensemble, on va établir une stratégie plutôt conjointe avec tous les CEO de chaque boîte. Ils étaient pas du tout au clair là-dessus. Ce que nous, on trouvait génial parce qu'on s'est dit, bah, c'est trop bien parce qu'en fait, c'est de la co-construction. Donc là, on va vendre notre boîte, mais on va co-construire un nouveau groupe, donc Talent. Ensemble, en plus, on va faire une intégration très progressive, etc. Donc, peut-être qu'on avait mal interprété, mais nous, avec David, on avait plus cette image-là, de se dire, ça va être de la co-construction, et c'était pour cette raison que on avait cru comprendre qu'on resterait bien plus longtemps que prévu. Donc, je sais pas s'il y Comment aurait les plus équipes ont de... vécu Comment? Pardon. et comment les équipes du coup ont vécu votre départ, tu le sais? Ouais. Eh ben, là, pas bien, pour le coup. Parce qu'en fait, ils se sont, enfin, moi, les échos après que j'ai eu, après, c'est toujours, il y a beaucoup d'affect au début, puis, en fait, on oublie assez vite, hein, ça reste une entreprise, c'est pas non plus, mais en tout cas, il y a eu pas mal d'affect sur le moment où, en fait, leur propos, c'est plutôt de se dire, on se sent un peu trahi par Providence parce que personne nous avait prévenu que vous alliez partir et que nous, si on est resté pendant tout ce burn-out et tout ce temps, c'est parce qu'on voulait encore continuer à bosser avec vous et que d'un coup, on se retrouve avec des managers qu'on n'a jamais vus. Et donc, ils se sont un peu sentis trahis et donc il y a eu, donc moi j'en ai beaucoup parlé au CEO de Talent en lui disant en fait si tu veux garder mes équipes, il faut absolument que tu aies une relation de transparence et que tu leur expliques en fait qu'aujourd'hui c'est toi qui vas prendre les décisions et que t'as pas fait ça de façon malveillante, etc. pour retrouver un peu de la confiance au sein des équipes. Et c'est ce qu'il a fait et ça s'est passé assez vite en réalité. D'accord. Et la plupart sont restés. Tu penses qu'il n'y avait pas d'alignement de valeurs au moment où vous avez fait le build-up et c'est ça qui a fait que l'arrière a été, enfin l'après a été compliqué? Non, en fait, je pense qu'il y avait un vrai alignement de valeurs entre les différents fondateurs de chacune des boîtes du build-up. Parce que vraiment, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec eux. Alors, à moins vraiment que ce soit des bons comédiens. Mais non, mais je pense que vraiment, on avait eu un vrai crush. Enfin, on s'était vraiment, on a eu un super feeling. Et même, j'étais plusieurs fois dans leurs locaux. Je voyais l'ambiance des équipes, etc. Je pense qu'on était totalement alignés. En revanche, on n'avait pas vraiment conscience de l'impact de Providence sur les décisions. En fait, on a été acheté par un fonds d'investissement, donc en fait, et c'est ça qu'on a oublié en fait. Et le fonds d'investissement, il est là pour faire de la renta, il n'est pas là pour gérer les émotions des uns des autres. Et donc d'un coup, ça a pris, il y a eu le marché qui s'est un peu cassé la figure, et je comprends, hein, Providence s'est retrouvé dans des situations où il a fallu prendre des décisions assez rapides, etc. Et je pense qu'on s'attendait juste pas à ça, on n'était juste pas aligné avec le fait de bosser avec un fonds, mais pas tant entre CEO. Ça, je pense pas. Je pense que vraiment on était alignés. Intéressant. Voilà. Moi, je connaissais pas le monde du fonds d'investissement, donc en fait, j'ai découvert un milieu qui était très différent du mien. Enfin, Ouais, vous avez levier peu et avec peu de VC, donc effectivement, je pense que tu n'avais pas été challengé sur cette partie-là avant.
Pas du tout. Pas du tout, ouais. Est-ce qu'il y a des pièges dans ta vie de dirigeant que tu aurais pu éviter? Hem, des pièges, non, j'en vois pas, Et est-ce qu'il y a non. des erreurs que tu as commises qui t'ont été utiles? Non, j'ai pas l'impression d'avoir fait de grosses erreurs, non. La plus grosse erreur que j'aurais pu faire, c'est pas accorder assez de confiance à mes collaborateurs, mais en fait, c'est ce que, au contraire, j'ai pris le, j'ai fait tout l'inverse. Je leur ai donné autant de confiance que possible. Donc avec du recul, si je devais refaire une boîte, c'est, je dirais, il faut donner. La plus grosse erreur, c'est de pas accorder assez de confiance. Mais non, je j'ai pas l'impression d'avoir fait d'erreurs majeures. J'ai eu des super associés, des super recrutements, des. Non, vraiment tout, ça s'est plutôt bien passé. Si, Est-ce que tu peut-être dirais que ton dirigeant. aventure... Ouais, Non, j'allais vas-y. dire si, peut-être qu'il y a un truc plus perso du coup, mais qui est de pas avoir bien géré ma première maternité avec le fait d'être dirigeante, où j'ai voulu trop continuer à travailler et pas prendre assez de recul, et du coup ça m'a joué quand même, si ça m'a quand même joué des tours pour la suite. Eh ben, tu as anticipé la question d'après, qui était Ouais, les pardon. impacts sur ta vie perso. Voilà, mais Ouais, ouais, bah c'est du coup un normal. gros impact où j'ai pas assez profité, je pense, du début de mon rôle de maman, où j'ai un peu tout géré en même temps, et du coup ça a été très très compliqué pendant Tu quelques compenses années. aujourd'hui? Je compense, c'est ça? Ouais, tu Pardon, j'ai pas. compenses dans ton rôle de maman aujourd'hui? Oui, je compense parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de culpabilité pour mon fils, parce que il a eu une maman malade pendant des mois et des mois, du coup, qui pouvait pas trop s'occuper de lui. Donc du coup, j'avoue que la culpabilité m'a un peu rongée pendant quelques mois. Donc je pense que je compense. Ouais, j'essaie d'être ultra présente. J'ai repris, enfin, je rebosse. Je suis au bord de plusieurs boîtes, etc. Mais j'essaie quand même d'avoir du temps pour eux, et en tout cas qu'ils ressentent pas mon anxiété, mon stress qui est quand même assez encore présent. Je bosse là-dessus. On termine toujours par la même question ici. C'est pour toi, quelle est la principale compétence que doit avoir un entrepreneur? Euh, J'allais dire la curiosité. Parce que, ouais, parce qu'en fait, je trouve, en fait, la curiosité, je trouve elle s'applique à tout, en fait. Quand t'es curieux, en fait, tu t'intéresses aux gens. Donc, forcément, tu leur accordes de l'importance, et ça va dans le sens de les aider à monter en compétences, et voilà. La curiosité, parce que, bah, en fait, pour découvrir ton product market fit, et ben, t'es obligé d'être hyper curieux, de t'intéresser au marché, aux concurrents, d'être toujours à l'écoute. Et en fait, ta curiosité, elle te permet toujours, bah, d'avancer dans les meilleures conditions. Enfin, je trouve que c'est la meilleure qualité, c'est la curiosité, en fait. Elle t'apprend beaucoup, beaucoup. Donc la curiosité n'est pas un vilain défaut. Pas du tout. Pas du tout. Bon. Écoute, Anne-Sophie, merci beaucoup pour cette heure qu'on a passée ensemble. Avec plaisir. Merci pour cet exercice de transparence que tu as encore fait une fois de plus. Et puis, bah, écoute, j'espère qu'on sera amené à se croiser bientôt. Avec grand À très plaisir. Merci bientôt. beaucoup.